Bien. Alors en physique nucléaire, nous connaissons donc l'électron de l'atome, ou bien appelé la lumière diffuse, ou bien un nuage diffus qui tourne autour du proton. Dans ce cas, la lumière est donc créée par le champ plasma de la magnétosphère du plasma de l'électron et interagissant avec les champs plasma du proton. Ce qui reste comme champ résiduel est donc la lumière. C'est le même processus qui se répète donc quand vous regardez les champs plasma. Quand ils parviennent par exemple du Soleil à celui de la Terre, quelque part, provenant de la Terre dans la haute atmosphère, les deux champs plasma interagissent et ils ralentissent parce qu'ils se collisionnent l'un contre l'autre. Et ce faisant, les champs se séparent ou les champs émettent de la lumière. Et c'est donc ainsi que la lumière est créée par l'interaction des champs plasma et en ralentissant cette relation est la cause de la lumière parce qu'ils ralentissent, ils créent donc la lumière. Cet effet ne peut être la vitesse limite de la lumière. Ce que le monde scientifique considère actuellement, par conséquent, la lumière fait partie de l'ensemble du spectre de la vitesse et de diverses façons, il est très facile de savoir comment c'est créé. D'ailleurs, au travers des développements de la KSSI, ce que nous avons fait, ce sont des réacteurs très simples. Alors, je vais attendre qu'il montre ces réacteurs. Voilà, des réacteurs simples comme ceci. C'est sphérique comme la Terre. Les champs magnétiques créés autour, en périphérie, quand ils atteignent la limite périphérique du réacteur, ils interagissent avec celui de la Terre et créent la lumière. Ils créent une lumière brillante. Et d'une certaine façon, on peut désormais expliquer, comme disent les gens, qu'ils aient vu une grande lumière dans le ciel et qu'ils créent différentes intensités et de forces d'intensité. Si ces systèmes existent, ils utilisent donc des systèmes gravitationnels tels que nous les avons découverts et que nous avons mis au point. Par conséquent, maintenant, ils ne sont plus des objets non identifiés, mais en fait, ils sont de simples systèmes qui utilisent les champs Magraves, où le champ Magrave crée au centre du réacteur du système dans son interaction avec celui de la Terre, qui est à la fois magnétique et gravitationnel. Ce résidu interagissant des champs est la création de la lumière. Comme vous le voyez, c'est une grande lumière. Elle provient, donc ici il est en train de parler des objets non identifiés, bien sûr. Donc comme vous le voyez, c'est une grande lumière. Elle provient de diverses intensités en raison du même principe dans l'univers. Nous voyons des étoiles d'intensités diverses. Celles-ci viennent vraiment de la force des champs plasma magnétiques créés dans les étoiles et interagissant avec le plasma H2, le plasma hydrogène, dans les couches supérieures des étoiles. Le champ plasma de l'hydrogène est constant. La seule chose qui diffère, c'est la force du champ plasma créé au centre des étoiles. Ainsi, l'étoile la plus forte crée plus de lumière. C'est la même chose que nous voyons dans les réacteurs. Quand nous utilisons un champ plus fort à l'intérieur, nous voyons une grande lumière à l'intérieur. Nous connaissons la réponse donc aux UFO. Ce n'en sont pas, ce sont des systèmes Magraves. Nous comprenons le concept, nous comprenons la technologie, nous l'avons développée et c'est là où nous nous dirigeons. Ce que nous avons compris, c'est que si vous regardez certains réacteurs, la plupart des objets de l'univers sont carrément sphériques, vous voyez, ils n'apparaissent jamais cylindriques ou d'une autre forme. C'est pour cette raison que les champs magnétiques enchevêtrés, et c'est ainsi que la forme sphérique est créée. Ça ressemble, si vous voulez, c'est mon commentaire, ça ressemble à une pelote de laine un petit peu. En même temps, nous avons mis au point les réacteurs demi-sphériques, car nous avons trouvé ceux-ci plus pratiques à manier en technologie spatiale. Nous voyons sous diverses formes des demi-sphères voler dans le ciel. Nous avons donc développé des demi-disques. Ceci vient du fait que, d'un des principes fondamentaux scientifiques,
et pourquoi la lumière se courbe à proximité des objets comme les étoiles, comme ceux avec un centre de gravitationnel lourd. La lumière a une base magnétique. Pour la première fois, comme on l'a expliqué auparavant, l'interaction des champs entre eux. Donc deux choses similaires se produisent, c'est pourquoi elles se courbent. D'autre part, il y a un autre phénomène qu'on appelle la lumière noire et les taches noires du Soleil. Les taches noires apparaissent tous les 10 ans et demi ou tous les 11 ans par cycle. Quand les champs magnétiques au centre cessent d'être perceptibles, alors il y a davantage d'interactions entre les couches supérieures et la surface du Soleil. Parce que les champs magnétiques au centre de la planète ou de l'étoile est créé par l'hydrogène des atomes et la surface d'hydrogène ou de plasma, c'est pareil. Il crée un champ équilibré, ou ce qu'on appelle les taches noires. Ce qui en réalité signifie qu'il y a moins de particules de lumière créées. C'est le même principe pour les anneaux de Saturne. Idem pour l'application avec la matière noire, ce que j'ai expliqué dans mon livre. Par ailleurs, de façon intéressante, jusqu'à présent nous l'avons développé, nous connaissons la technologie. Comment faire des engins qui ne dépendent pas de leur masse, car la masse est totalement indépendante du lieu où se trouve une étoile, ou bien où se situe le système. Et donc, si cette trinité est comprise et utilisée à bon escient, nous aurons plus d'énergie que de besoin. Nous pouvons produire plus de nourriture que nécessaire sans détruire l'environnement. En même temps, on peut dire, en comprenant la nouvelle constitution du plasma dans la construction de l'univers, qu'il n'y a et qu'il n'y aura jamais de fin de l'univers, car ces champs magnétiques interagissent à jamais. Peu importe quelle est leur force, peu importe leurs nouvelles conditions de production dans les nouveaux environnements. J'espère donc avoir ouvert une nouvelle perspective au monde scientifique et avec ces technologies qui prouvent notre concept. Merci beaucoup. Voilà, j'ai terminé le commentaire sur cette vidéo. Est-ce que vous avez des questions à poser à ce sujet? Tout le monde m'entend? Ben, je pense que oui, tout le monde t'entend très bien, c'était bien, clair. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions à poser? Je pense que dans les vidéos qui vont suivre, on aura une meilleure explication de ce dont il parle, parce que ça sera plus perceptible avec des animations. Moi, j'ai une question, c'est Adil. Oui, je t'écoute. Tu peux parler un peu plus fort, s'il te plaît? Ouais. Oui. Alors, en fait, je voudrais savoir, quand le plasma arrive sur Terre, donc il ralentit, et donc la première manifestation du plasma, c'est la lumière, c'est ça? Alors, la première manifestation de la lumière, c'est la collision entre le champ magnétique, le champ gravitationnel Soleil et le champ magnétique gravitationnel de la Terre. Ça, c'est une règle générale. Lorsque deux champs graves se percutent. Oui, oui, Gigi, c'est bon. Oui, quand deux champs magnéto-gravitationnels se percutent, il y a création de lumière. De même, à l'inverse, quand deux champs magnéto-gravitationnels qui étaient en lien les uns avec les autres se séparent, il y a lumière. Exactement comme quand le neutron périclite ou décline, il produit un proton et il éjecte un électron. Et à ce moment-là, vous avez en même temps des particules résiduelles qu'on appelle les rayons gamma et donc la lumière. Est-ce que j'ai été clair dans ma réponse? Oui, c'est bon. Merci beaucoup. D'accord. Je t'en prie, Adil. Merci beaucoup. Ben, moi, j'aurais bien une question aussi, Jean-Jacques, une question qui me chagrine parce que donc quand on parle du centre de la Terre et donc de son noyau magnétique pour expliquer les champs plasma, Oui. ça me pose un problème par rapport à toutes les théories de Terre creuse. J'arrive pas à faire le lien entre un centre qui serait donc plasmatique, magnétique et en fusion et d'un autre côté toutes ces informations relativement sérieuses sur la Terre creuse.
Alors, la Terre creuse, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi en penser. La Terre creuse, jusqu'à quel point elle est creuse. Alors, oui, on peut dire qu'elle est creuse parce qu'au centre de la Terre, ce que Kesh appelle Caroline, le Caroline, parce qu'il l'a appelé Caroline en raison pour honorer sa femme, on a un centre qu'il a découvert, qui est un centre constitué principalement d'hydrogène. Alors c'est un hydrogène qui est gazeux, donc on peut dire que c'est vide. Autour, on a un deuxième noyau relativement solide, qui est une sorte de liquide en fusion. On a autour de ce deuxième anneau un espace encore plus ou moins gazeux, qu'on pourrait considérer comme creux et vide, et on a ensuite la croûte terrestre. Donc il faut bien voir que notre Terre, c'est comme dans les réacteurs, vous mettez du ganse matière, enfin, du ganse de matière liquide à l'intérieur du réacteur. Lorsque vous le faites tourner par la force centrifuge, le ganse matière, les particules de matière vont se plaquer à l'extérieur du réacteur, et c'est ça la croûte terrestre. Et on le verra tout à l'heure dans les vidéos, en plein centre du réacteur, vous allez avoir un espace vide. Mais en fait, ce n'est pas vide, c'est là la source de l'énergie. Donc, pour répondre à ta question, on a effectivement des espaces vides remplis de gaz, d'hydrogène. D'hydrogène et puis quelques autres gaz rares. Je te remercie de ta réponse, Jean-Jacques. Donc, comment dire, si tu prends un aimant ou un tore, effectivement, on voit le champ nord qui sort par le dessus, qui fait le tour de la Terre pour revenir par le pôle sud. Alors on pourrait se dire, tiens, là c'est troué. Non, il n'y a pas besoin que ça soit forcément troué. Quand tu prends un aimant, il n'y a pas de trou dans un aimant, et pourtant les champs, ils tournent de façon torique. Donc j'avoue que ma réponse est un petit peu biaisée, je ne sais pas. Tout ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, il y a il y a un vide qui n'est pas vide en fait, hein, c'est un vide plein d'énergie. Et ça, c'est valable pour toutes les planètes. Je te remercie de cette réponse.